Bonjour à tous, mon nom est Simon Hainaut, je suis avec Benoît Bousquet. Bonjour. Bienvenue, Benoît. Merci. Benoît est président de l'agence Uber. Alors, aujourd'hui, on va parler d'obtenir plus de leads sur votre site web en 4 étapes. En 4 étapes, exactement. Pas 4 étapes faciles, mais 4 étapes. Il n'y a rien de facile. Exactement. Est-ce que tu as une page pour te présenter ou tu veux nous Oui, parler? non, mais je peux faire la présentation rapidement. Donc, mon nom est Benoît Bousquet, je suis président fondateur de l'agence Uber. Uber, c'est une agence, on est une vingtaine d'employés, on offre des services de stratégie de création. Et la présentation que j'ai montée aujourd'hui, c'est vraiment... Juste une petite parenthèse, là. Stratégie de création, mais ce qui vous différencie, je trouve, c'est que vous êtes des experts en numérique, mais aussi en traditionnel. Oui, exactement. Comment on positionne, dans le fond, notre agence, c'est qu'on n'est pas justement, on est des stratèges marketing plus que des pas plus, mais avant d'être un stratège web, on est un stratège marketing. Donc, on aide le client à bien comprendre les enjeux marketing et les investissements nécessaires, comment prioriser le web par rapport à d'autres outils, à qui on parle, comment on leur parle, etc. Et ensuite, on tombe dans une strate de stratégie web. Donc, un niveau affaires avant de rentrer dans la conception. Exactement. Parce que si on commence tout de suite à creuser et à utiliser les stratèges web, j'en ai moi des stratèges web, mais il faut les orienter parce que sinon, ils vont faire un site extraordinaire, mais qui n'est peut-être pas en fonction des besoins d'affaires, qui n'est peut-être pas en fonction de ce qu'on a besoin de vendre, des marchés qui ont du potentiel, etc. Et nous, on s'assure d'avoir vraiment une stratégie digitale qui est enclavée dans une réflexion marketing un peu plus haut niveau. Puis le fait qu'on fait du web et du traditionnel, ça nous permet d'avoir une vision des fois un petit peu plus large. Et peut-être neutre. Et oui, et peut-être neutre. Parce que moi, ça m'est arrivé de dire à mes clients, pourquoi veux-tu investir tant d'argent en web? Est-ce que tu ne penses pas qu'il y a certains autres canaux que tu devrais travailler? Donc, exemple, ton équipe de vente, les outils, tes vendeurs. Donc, c'est une vision qui est un petit peu plus large. Et c'est ce qui fait, je pense, c'est ce qui fait le succès du web. Et tu étais avant-gardiste, je nommais ça Uber, compte tenu de l'application qui a tant de succès, là. C'est un sujet que j'aimerais ne pas aborder aujourd'hui. Parfait. Alors, écoute, Benoît. Donc, merci d'être là en Cyrano. Je suis vraiment content de voir la popularité de l'événement. Pas simplement par égoïsme, mais parce que je considère que c'est un sujet extrêmement important pour les PME. Donc, dans le fond, les PME au Québec on est considéré comme 5 ans en retard sur le reste de l'Amérique du Nord sur l'utilisation du web dans la promotion de notre entreprise. Donc, le fait de vous voir aujourd'hui en grand nombre prouve qu'on commence à comprendre le message, qu'on veut prendre notre part du marché, si on veut. La présentation que j'ai faite aujourd'hui, c'est un sujet qui pourrait... j'ai à peu près 45 minutes de contenu, si Simon ne pose pas trop de questions, mais je vous invite à en poser. C'est pas facile de faire une présentation qui sera pas trop technique et qui ne sera pas trop simpliste non plus. On a essayé de garder ça plutôt au milieu, donc dans votre champ d'intérêt. Elle s'adresse à des présidents, à des directeurs marketing, à des entrepreneurs, pas un spécialiste web. Mon objectif, c'est que vous ayez, dans le fond, le portrait général de ce qu'il faut accomplir pour réussir une bonne stratégie web. Et, idéalement, si vous êtes dans une refonte, vous allez avoir peut-être les bons réflexes pour challenger vos partenaires, challenger vos consultants, et évidemment être en mesure de prendre des bonnes décisions. Peut-être retourner voir votre site web et ceux de vos compétiteurs avec un œil un peu plus aiguisé et un œil qui va vous amener plus à analyser les petits détails et les points les plus importants sur le web. Très rapidement, je ne vais pas faire un pitch de vente, juste expliquer qui est Uber. Là, on a commencé un petit peu. Uber, on est une agence qui est accréditée par Google comme étant des spécialistes agréés, si on veut. Beaucoup d'agences prétendent avoir l'expertise de le faire. Ils l'ont peut-être. Nous, en plus, on a cette accréditation-là. Donc, quand vous rencontrez une agence, assurez-vous qu'ils ont la preuve de leur compétence. Uber, on a gagné un prix Boomerang en 2011 pour une réalisation web. Donc, pour nous, un Boomerang dans le domaine du web, c'est ni plus ni moins qu'un Oscar. Donc, en 2011, on a gagné un chiffre pour une réalisation qu'on a faite pour un de nos clients. On en était très fiers. On travaille chez nous avec des très gros clients, nationaux et internationaux, dans tous les domaines, mais aussi des petites entreprises. Donc, on a vraiment des gens dans le domaine de la santé, dans le domaine de la technologie, du sociétal, de l'alimentation. On est vraiment multi-secteur, multi-industrie. C'est ce qu'on aime faire d'ailleurs.
D'ailleurs, Fibre Noire, on est dans les bureaux de Fibre Noire, le studio de Ligne Québec, Oui. je vais juste le mentionner. Oui, tout à fait. Merci à Fibre Noire, qui est un très bon client à nous depuis très longtemps déjà. Donc, l'ordre du jour aujourd'hui, c'est, il y a trois grands points. On va regarder le tunnel de conversion web, donc qu'est-ce qu'un tunnel de conversion. Ensuite de ça, on va regarder ce processus-là en 4 étapes. Puis, on va essayer de vous donner des conseils précis, vraiment niche, sur comment maximiser chacune des étapes. Donc, regardons ce qui est le tunnel de conversion web. Comme je l'ai dit tantôt, je vais quand même passer assez rapidement. Il y a beaucoup de contenu. Je vais garder une période de questions à la fin. J'adore répondre aux questions. Si jamais je n'ai pas le temps de me rendre à la période de questions, envoyez-moi des courriels. Ça va me faire plaisir d'y répondre. Peut-être pas tout l'après-midi, mais ça va me faire plaisir même de prendre un 5 minutes avec vous au téléphone pour répondre à vos questions. Gênez-vous pas. Si vous avez des commentaires, des suggestions sur ma présentation, ça va me faire plaisir. Ou connectez-vous avec Benoît sur LinkedIn, tiens. Voilà, ça peut être ça aussi. Donc, tunnel de conversion web, il y a principalement 4 étapes dans un tunnel simple de conversion web. Donc, il y a les 4 étapes que vous voyez en haut, l'acquisition, la séduction, la conversion et le suivi. C'est très, très simple. La première phase d'acquisition, c'est le moment où on fait l'acquisition de trafic. Donc, on emmène des gens à visiter notre site web, ou plus ou moins. Ensuite de ça, il y a la séduction. C'est le moment où les gens vont consommer notre contenu, voir notre site web, trouver ça intéressant ou pas, continuer ou quitter. N'oubliez jamais, on est à un clic d'être flushé ou d'être éliminé. Disons flushé, on le comprend mieux. C'est une étape excessivement importante du processus. Et ensuite de ça, il y a la phase de conversion. C'est le moment où le consommateur ou l'internaute va s'engager, va poser une action. Avant ça, il était passif, il regardait, il consultait, il regardait tout ça. C'est le moment où il va appeler, il va donner un coup de fil, ou il va remplir un formulaire, il va envoyer un courriel, il va chatter en ligne, parfois il va s'abonner à une newsletter. Mais c'est le moment où on veut, c'est la finalité, dans le fond, de notre processus web sur le web. Parce qu'après ça, ça devient, dans le fond, un suivi de livre, ce qu'on appelle la phase de suivi, ou la gestion du livre. C'est une phase qui appartient à l'entreprise, qui appartient à l'équipe des ventes habituellement, et c'est une phase qui est très, très, très importante et qui est souvent, bizarrement, négligée chez les entreprises. Si on compare ce processus web-là à un funnel de vente traditionnel, duquel vous êtes peut-être plus habitué de parler et regarder, c'est un entonnoir. Hein. On comprend qu'à chaque étape, on perd des membres, une quantité de gens. Donc, on a une liste de prospects. On va rencontrer les gens ensuite de ça, on va faire l'analyse de leurs besoins, on va leur faire des propositions, puis on va faire la fermeture de la vente, donc on va closer le deal si on veut. Et chaque bon vendeur maîtrise une, deux ou peut-être 3 étapes de cette stratégie-là, de ce processus de vente-là. C'est la même chose en web, c'est pour ça que je fais un parallèle. Rares sont les entreprises, rares sont les vendeurs qui maîtrisent ces différentes étapes-là. Souvent, les gens qui rentrent dans notre bureau avec un site qui ne performe pas bien, souvent, c'est des gens qui ont le focus sur une de ces étapes-là ou sur 2 de ces étapes-là. Rares sont les sites qui ne performent pas bien dans chacune de celles-ci. Mais ce qui est important de retenir, c'est qu'à chaque étape qui va être améliorée, même si l'amélioration est petite, ça va répercussionner sur les autres étapes. Exemple, si on prend l'exemple de quelqu'un qui a 50 livres par mois pour faire quelque chose de très fictif, on comprend que les mathématiques, si cette personne-là, elle double ses livres, elle double les prospects, donc l'acquisition, elle va doubler sa conversion, on s'entend, de mathématiques. Par contre, si en plus elle améliore la phase de séduction, elle va encore plus augmenter la quantité de gens qu'elle va pouvoir relancer, donc le nombre de livres. Et ce qu'on voit, bizarrement, c'est un funnel qui est extrêmement pointu, donc comme nous on appelle un bottleneck. Les gens vont mettre beaucoup d'emphase en PPC, beaucoup d'emphase pour amener des gens sur leur site web. La séduction n'est pas toujours performante ou est performante pour certains services de l'entreprise, certains produits, puis pas dans d'autres. Et évidemment, on ne peut pas convertir des gens qui ne sont pas séduits, puis on ne peut pas faire de follow-up sur un livre qu'on n'a jamais reçu. Ce qu'on veut avoir, c'est un entonnoir qui est fluide, qui est constant, et c'est ça qu'on va regarder ensemble. Comment qu'on peut être un peu plus critique et comment qu'on peut améliorer chacune de ces étapes-là. Très explicite comme schéma, par contre. Hein? C'est probablement le problème des entreprises. Oui, tout à fait. Donc, il y a 4 étapes. Emmener des gens sur votre site web, les séduire, leur demander de poser une action, puis gérer ce livre-là. C'est pas compliqué. Emmener des gens sur le site web, la génération de trafic, il y a plusieurs façons de le faire.
Il y a le référencement dans les moteurs de recherche pour ne pas dire Google, c'est une façon. Il y a les médias sociaux, envoi de courriel, le marketing de contenu, la publicité, il y en a plein. Il y a des centaines de façons. Étant donné que je m'adresse à des PME, qu'on cherche des ROI qui sont à court terme, moi, je vais toujours recommander à mes clients de maximiser ce qu'ils peuvent faire sur les moteurs de recherche dans un premier temps. Et lorsque ça sera vraiment bien fait, bien construit, bien acquis, on pourra aller dans les médias sociaux, dans les envois de courriel et par la suite. Moteur de recherche en payant ou pas? Les deux. OK. Les deux. Il faut faire les deux. Et je mets un bémol là-dessus parce qu'il y a certaines industries que tout passe par les médias sociaux ou d'autres où l'envoi de courriel est très, très, très important. Mais généralement, si vous n'avez pas un site qui performe bien et vous n'avez pas bien pris le contrôle des médias, des moteurs de recherche, n'avancez-vous pas à aller plus loin. Commençons par les moteurs de recherche. L'envoi de courriel peut présenter des problèmes aujourd'hui avec les nouvelles lois. J'imagine que c'est moins une avenue qu'elle l'est. Il faut travailler de façon plus intelligente. Ça pénalise surtout les joueurs qui travaillaient de façon abusive. Donc, les joueurs qui le font comme il faut, et qui le font de façon pertinente, c'est encore efficace. Et il y a un ROI assez intéressant à l'envoi de courriel. Je vais prendre 2 secondes, si vous permettez, avant de commencer l'étape numéro 1 pour expliquer Google comment ça marche. Et je sais qu'il y en a qui vont sourire, mais quand même, c'est important que tout le monde soit au même niveau. Et je ne peux pas prendre pour acquis que tout le monde est au même niveau. Mais ça, je l'ai quand même. Oui, tout à fait. Google, c'est un moteur de recherche qui permet aux internautes de trouver ce que les gens cherchent. Okay? Le succès de Google, c'est qu'ils ont développé des algorithmes qui vous ont satisfait dans le passé. Okay? Donc, son obsession à Google, c'est de toujours trouver les meilleurs sites qui vont faire plaisir à l'internaute. Il y a 2 types de liens que Google va présenter. Il y a les liens qui sont en haut et sur les côtés, et il y a les liens qui sont au milieu. Donc, vous voyez, pour l'exemple, le mot pneu, il y a beaucoup de liens payants. Il n'y a pas autant de liens payants pour tout le monde. Donc, c'est ce qu'on appelle le référencement payant et le référencement naturel. Ce qu'il y a dans les liens payants, ce sont des liens que, dans le fond, les sites web ou les entreprises ont misé. Donc, il y a des gens qui ont dit, moi, si les gens vont cliquer sur le mot pneu, je vais donner à Google 2, 3, 4, 5 $. Donc, c'est vraiment des enchères. C'est vraiment des liens qui sont payants. Et il y a les liens qui sont naturels. Donc, ce sont des liens qui sont basés sur la crédibilité du site web. Je vais expliquer un peu plus tantôt ce que c'est. Mais les liens naturels représentent 80% de tous les liens, excusez-moi, de tous les clics, donc il faut y être. Et c'est basé sur la qualité du contenu, sur la crédibilité que Google donne à votre site web, au nom des images de votre site web, à la quantité de trafic, etc., etc. Donc, retenez 2 choses. Il y a 2 types de façons de référencer dans Google et il faut être présent des 2 façons pour réussir. D'autant plus que pour ceux qui font des campagnes de mots-clés eux-mêmes, vous avez peut-être remarqué dans les derniers mois, depuis 1 an à peu près, un peu plus, la diminution de vos performances de vos campagnes de mots-clés, parce que Google a décidé de pénaliser les sites web qui ne référençaient pas bien de façon naturelle. Donc, vous devez, si vous voulez acheter le mot pneu par exemple, en plus, être capable de référencer de façon naturelle, de façon à avoir des campagnes performantes, parce qu'un site qui ne performe pas bien de façon naturelle peut payer en payant 2, 3, 4 fois plus cher son mot-clé. Donc, voilà, tout le monde est à jour sur Google. Première étape, comment générer du trafic grâce à Google? Le premier conseil que je vais vous donner, c'est de faire une analyse stratégique avant de commencer à faire votre site web. Et ça devrait être à environ 15 à 20 % de votre budget total. C'est l'étape, si on est en train de se construire une maison, c'est l'étape où on rencontre un architecte, où on réfléchit à notre budget, à nos besoins, puis on va dessiner le plan de notre maison. Plus que la réflexion, plus que le plan de la maison est bien défini, plus que la construction va être rapide et plus que la construction va être efficace et économique. Et surtout, plus que vous allez arriver à la fin avec une maison ou un site web, pour revenir dans cet exemple, qui est en fonction de ce qu'on veut et en fonction de la qualité. Moi, dans des années stratégiques, j'ai déjà eu des clients qui ont dit, bien, finalement, je ne referai pas mon site web. J'ai réalisé, en analysant, en regardant la compétition, la compétitivité, ce que je peux aller chercher du web, j'ai réalisé que, 1, je ne suis pas prêt à mettre le budget, 2, je n'ai pas le temps de le faire, ou les expectatives de profit ne sont pas là. Pour moi, j'ai perdu une vente, mais pour le client, il a sauvé un investissement qu'il aurait réalisé 2, 3 ans plus tard, qui était de toute façon pas efficace. C'est excessivement important de faire une analyse stratégique, ne serait-ce que pour être plus efficace au niveau du référencement plus tard. Faites une analyse de popularité de mots-clés, c'est en fait une partie de l'analyse stratégique. C'est pour savoir c'est quoi les mots les plus populaires, et c'est pas toujours ce qu'on pense.
c'est pas toujours ceux qui définissent notre profession la plus précisément possible. Des fois, c'est des mots que moi j'appelle B ou des mots C, donc des mots auxquels on penserait moins, qui vont nous permettre de référencer. Puis parfois, lorsqu'on se rend compte que les mots les plus populaires sont déjà compétitionnés par des monstres dans l'industrie, ça nous permet de nous rabattre à des stratégies, disons, plus indirectes, mais d'aller tirer notre épingle du jeu avec un site web qui ne va pas coûter 300 000 $ et des stratégies qui ne sont pas incroyables. Donc, avoir une analyse de popularité de mots-clés en partant, ça nous permet d'avoir littéralement une carte routière dans tout le reste de notre stratégie web, dans la création, dans la conception, dans la promotion, jusqu'à dans le suivi de nos livres. Investissez dans votre contenu, c'est extrêmement important. Tantôt, je vous ai expliqué que Google allait lire les sites Internet et juger de la crédibilité du site web en fonction de plusieurs éléments. Un des éléments les plus importants, c'est le contenu. Donc, investissez dans votre contenu avec des textes, des bons textes, des photos, des vidéos. Et plus qu'on va vers un contenu riche, plus qu'on augmente la crédibilité de notre site face à Google. Donc, avoir des sites courts, des textes courts, des belles photos, des illustrations, au lieu d'avoir un texte de 500 mots qui explique notre méthodologie, développons un petit tableau qui démontre la même chose, qui va permettre d'être plus intéressant en séduction tantôt, mais aussi au niveau de la question pour Google. Et ce contenu-là est développé en fonction de notre carte routière qu'on a développée tantôt, c'est-à-dire des mots-clés qu'on a isolés comme étant ceux qu'on veut travailler. Ensuite de ça, pensez confier ce travail à un professionnel, à votre agence, ou à un pigiste, ou à un rédacteur, peu importe. Une PME investit 2,6 heures par semaine en marketing en moyenne. Lorsque c'est le temps de générer du contenu pour son entreprise, ça devient une tâche qui est complètement irréaliste à accomplir. Et d'autant plus que c'est très difficile de parler de nous-mêmes. C'est difficile d'être pertinent, d'être crédible lorsqu'on parle de nous-mêmes. C'est facile de tomber dans un jargon. Donc, si vous confiez à un professionnel, vous allez avoir un meilleur contenu. Si vous avez un meilleur contenu, vous allez avoir plus de trafic sur votre site web. Mais corrige-moi si je suis en erreur, là, mais Benoît, le fait de confier ça à un professionnel, on s'assure que ça sera fait. Parce que bien souvent, si on garde ça à l'interne, on repousse, puis finalement on attend, ça c'est jamais fait, n'est-ce pas? Donc, c'est tout à fait pertinent, parce que moi, ce que je vois souvent, c'est des clients qui je vais le faire moi-même. Oui. Et 3 mois plus tard, ils me rappellent pour dire Benoît, veux-tu le faire finalement? J'ai pas le temps de le faire. Oui. Et c'est normal. Vous n'êtes pas des rédacteurs, vous n'êtes pas des créateurs de contenu, c'est normal. Et même nous qui sommes des créateurs de contenu chez Hubert, lorsque c'est le temps de créer un site pour nous-mêmes, ben, c'est pas évident, on se questionne, on réfléchit peut-être trop, donc on ne confie pas ça à quelqu'un d'autre, on le fait nous-mêmes. Mais c'est la preuve qu'il ne faut pas sous-estimer l'importance du contenu et l'ampleur de cette tâche-là. Donc, ne dites pas ce que vous voulez dire, dites ce que l'internaute veut entendre. Souvent, lorsqu'on vend notre entreprise, on va utiliser des mots de jargon, des mots techniques, des mots qui nous intéressent, mais peut-être pas toujours des mots qui intéressent les consommateurs et qui sont recherchés. Donc, l'exemple que je donne souvent, si vous êtes un avocat en droit matrimonial, il n'y a personne sur Internet qui cherche avocat en droit matrimonial. Les gens vont chercher le mot pension alimentaire. Donc, il faut dans votre texte, il faut dans vos contenus que vous preniez en compte ces fameux mots-clés-là et que vous utilisiez un jargon qui soit, oui, professionnel, mais qui soit digeste et qui soit facilement compréhensible par le consommateur. Petite parenthèse, là, Marilyn mentionne qu'ils sont le plus de photos ou de vidéos que de textes. Est-ce que ça peut avoir un impact négatif ou positif? C'est une question qui serait... je ne peux pas répondre par oui ou par non. En fait, ça fait un bon ratio de texte versus l'image, okay? Sans trop tomber dans le technique. Et le texte est très important. Donc, ça en prend du texte. Mais ça prend un texte qui n'est pas trop long, un texte qui est intéressant. On va en parler tantôt. Et il faut que lorsqu'on met des images, elles soient aussi intéressantes. Donc, c'est toujours la crédibilité, c'est toujours la pertinence et c'est un équilibre. On ne peut pas qu'avoir des images. Parce que ça enlève la chance à Google de lire le contenu, de dire « Ah, je comprends de quoi tu parles. Oui. » Une page qui est juste une image, Google va être capable de lire le titre de l'image et l'adresse URL. Le reste, ça va être difficile d'identifier. Mais c'est rare qu'une entreprise va avoir trop d'images. C'est rare. Souvent, c'est rare. Mais j'ai un exemple à vous montrer tantôt de Michel Martel. On a volontairement rajouté des textes, d'un texte qu'on sait que personne ne va lire, pour que Google puisse comprendre le pourquoi de cette page-là. L'entreprise a le coup de succès là. Oui, c'est un beau success story.
Donc, faites des campagnes de référencement payant. Donc, tantôt, je vous ai dit qu'il fallait faire du naturel, qu'il fallait faire du payant. Les deux sont importants. Et faites-le par un spécialiste. Moi, Simon, je vois souvent dans mon bureau des gens qui arrivent et qui disent « Ah, les AdWords, ça ne marche pas, je l'ai fait moi-même. » Qu'est-ce qui ne marche pas? C'est de le faire toi-même ou c'est l'AdWords qui ne fonctionne pas? Et quand on commence à creuser, on se rend compte qu'il n'y avait pas de stratégie de mots, il n'y avait pas nécessairement les bonnes approches. Et le piège là-dedans, c'est que c'est très, très facile d'ouvrir une campagne sur Google, c'est très facile de dépenser de l'argent dans Google. C'est très facile, en effet. C'est pas nécessairement la même chose d'aller tirer des profits, d'aller vraiment chercher des résultats. Oui. Donc, faites des campagnes de référencement payant et faites affaire avec un spécialiste. Si vous l'avez déjà fait vous-même et vous avez eu pas un grand succès, ben, le fait d'utiliser un spécialiste va vous aider à peut-être tester. On parle notamment de choisir les bons mots, d'avoir une bonne page destination. Est-ce qu'il y a une question de récurrence peut-être ici? Ben, la récurrence n'est pas nécessairement important. On peut faire un test d'une semaine et voir comment ça fonctionne. Mais tout ce que tu as dit est très pertinent. Ce n'est pas nécessairement de miser le plus cher sur le mot-clé, mais c'est de miser sur les bons mots-clés, sur la bonne façon et d'avoir des pages d'accueil, etc. Donc, c'est vraiment faire des campagnes de mots-clés, c'est d'avoir une vision du processus total de conversion qui va nous amener à être capable de travailler en amont. Donc, d'avoir une vision trop niche va nous empêcher d'avoir des bons résultats. Finalement, comme le panneau que tu mentionnais au début. Exactement, oui, exactement. Donc, créer des pages de campagne, c'est ce qu'on disait tantôt, ce que tu as souligné, Simon, tantôt. Je donne un exemple d'un client type qu'on a créé, quelqu'un qui déciderait d'acheter le mot pension alimentaire. Donc, ce que vous voyez à l'écran, c'est ce qui pourrait être, si on veut, une étiquette de campagne, donc un lien Google. Puis la personne a dit, bon, ben, moi, je vais mettre 2 $ si quelqu'un clique sur mon lien. T'aimes ça, cet exemple-là? Ça n'a aucun lien avec ton personnel? Non, c'est pas personnel à moi, je ne suis pas en essence de divorce, mais c'est un exemple que j'ai vécu dans le passé d'un client qui utilisait des jargons légaux et qui avait de la difficulté à avoir des résultats. Donc, le mot pension alimentaire, beaucoup d'entreprises, beaucoup de gens qui font eux-mêmes leur campagne, mais même des gens qui sont spécialisés, on voit des agences faire ça, ils vont prendre l'internaute et l'emmener sur la page d'accueil du site web. La page d'accueil du site web n'est pas faite pour recevoir quelqu'un qui veut entendre parler de pension alimentaire. Elle devra, cette personne-là, se taper l'ensemble du site, fouiller, chercher dans votre jargon pour peut-être arriver à la bonne page qui l'intéresse. Nous, ce qu'on fait avec nos clients, c'est qu'on va développer des pages de campagne. Donc, ça, c'est encore là, c'est utile. Donc, Maître Bédard, spécialiste en pension alimentaire, on s'est posé la question. Qu'est-ce que quelqu'un qui clique sur le mot pension alimentaire veut voir? C'est ça qu'il veut voir, on va lui donner dans la première étape. Parce qu'à chaque étape qu'on lui offre de faire, on a une perte. Juste ce conseil-là, si vous faites des campagnes de mots-clés en ce moment, juste de faire les pages de campagne, vous allez augmenter de 200%, 300%, jusqu'à 400% la performance de vos campagnes pour le même investissement. Et ça va se répercuter sur chacune de vos étapes de conversion, donc ça devrait se convertir en lead à la fin. Ça va donc, faites des campagnes pour chacune de vos campagnes, faites des pages d'accueil pour chacune de vos campagnes de mots-clés. Quand vous allez magasiner une agence, ce n'est pas déjà fait, choisissez un partenaire qui va vous supporter dans la conception et dans la promotion. Chez Uber, on fait autant d'argent avec notre client 2 ans après la mise en ligne qu'avant la mise en ligne. C'est pour dire que chez nous, on ne vend pas un site web, on vend une stratégie d'acquisition de leads. Donc, si vous rencontrez des agences, posez-leur la question, qu'est-ce que vous allez faire lors de la mise en ligne de mon site web pour m'enlever des leads? Est-ce que vous faites de la génération de leads? Est-ce que vous faites de référencement naturel? Est-ce que vous faites du PPC? Et demandez-leur des études de cas, des exemples de clients satisfaits qu'ils ont fait chez eux. Parce que souvent, si vous magasinez un site web, vous allez obtenir un site web. Lorsque vous allez avoir votre site web, lorsque vous allez vouloir le référencer, si vous êtes conçu pour ça, vous allez travailler plus fort pour avoir les meilleurs résultats. Finalement, l'entreprise, le mandat qu'elle devrait confier, c'est je ne veux pas avoir un site web. Je veux vendre sur le web. Exactement. Je veux séduire mes clients. Exactement. C'est l'objectif toujours le client. C'est exactement la question que vous devriez poser. Et quand moi je reçois quelqu'un qui m'envoie un devis, voici le site web que je veux, moi je ne réponds pas à ça, parce que ben, je réponds. Mais pour moi, c'est pas la façon de travailler. C'est pas la façon de travailler. La façon de travailler, c'est OK, maintenant que tu sais ce que tu veux, allons voir ce que l'internaute veut, allons voir le potentiel de ce que le web peut t'apporter, puis décidons si on est prêt à mettre. Moi, j'ai un client qui est arrivé chez nous avec un budget de 30 000 pour un site web, et quand on a fait l'analyse, on a fait la bonne approche, l'analyse stratégique, on a décidé finalement d'investir 85 000 sur son site web.
et d'investir 100 000 en mots-clés à chaque année. Parce qu'ils ont juste vu le potentiel que ça offrait et on est venu aux stratégies d'affaires. Ils ont dit, écoute, on a un ROI potentiel, on veut investir beaucoup plus, donc presque 3 fois plus, parce qu'on a compris, on voit le potentiel et on veut y aller. Donc, avec succès? Avec succès, tout à fait. Tu as un ROI du site en dedans de 6 mois, c'est un très très bon succès. Des chiffres que je ne peux pas partager avec vous, mais oui, c'est un site qui va encore client chez nous d'ailleurs, depuis 2 ans. Donc, maintenant qu'on a emmené des gens sur notre site web, il faut le séduire. Il faut que notre site soit séduisant. Et lorsque vous posez la question, est-ce que mon site est séduisant, ne réfléchissez pas comme le propriétaire de l'entreprise ou le directeur marketing. Réfléchissez comme vous-même en tant qu'internaute. Vous, c'est quoi vos habitudes de consommation Internet? Comment vous réagissez sur le web? Et vous allez être pas mal plus proche des réponses que si vous réfléchissez comme le propriétaire ou le directeur marketing de l'entreprise. Il y a plusieurs façons de séduire. On va regarder évidemment, on n'a pas beaucoup de temps, on va regarder 3 façons précises aujourd'hui. L'ergonomie, le contenu et le design. Donc, comment on peut séduire davantage avec une meilleure ergonomie, un meilleur contenu et un meilleur design. Il y a plein d'autres façons, mais c'est ce qu'on aura le temps d'aborder ensemble aujourd'hui. Qu'est-ce que l'ergonomie? Voici une grosse définition. C'est l'art de maximiser la qualité de l'expérience utilisateur en lui offrant une navigation aisée, intuitive, efficace, par une compréhension de ses besoins, attentes et comportements. En gros, si on a fait une analyse approfondie des habitudes, au départ, on comprend ses intentions d'achat. À la base, il y a une portion de l'ergonomie qui est comprise, qui est avancée. On va mieux lui offrir une expérience aisée et une expérience facile. Ce qu'on veut, un ergonome, sa réflexion, son obsession, c'est que l'internaute ne réfléchisse pas, ne se cherche pas, ait le moins d'efforts et le moins d'action à poser pour trouver ce qu'il cherche. C'est pas évident. Et c'est vraiment pas évident, en effet, mais l'ergonomie est un aspect très important de cette étape-là. L'ergonomie, il y en a partout. Je donne un exemple un peu subtil, mais quand même pertinent. Chacun d'entre vous qui voyez une poignée de porte aujourd'hui, alors que vous avez, en moins d'une seconde, vous voyez ça, vous savez l'action que vous aurez à poser pour ouvrir la porte. Vous savez très bien, les ergonomes ont évalué la hauteur optimale de la poignée de porte. Vous savez très bien que si vous tirez sur la poignée va s'ouvrir de gauche vers la droite. Donc, c'est instinctif. Et ça, c'est de l'ergonomie. Si on avait mis la poignée de porte au milieu, vous auriez réussi à ouvrir la porte. Vous n'auriez pas été démuni. Mais l'ergonome ne veut pas vous déstabiliser. L'ergonome ne veut pas faire en sorte que vous réfléchissiez et vous dites, est-ce que la porte va s'ouvrir de gauche ou à droite? Est-ce que je vais me positionner plus à gauche ou à droite? C'est exactement ça l'ergonomie, dans un contexte un peu anodin, mais c'est ce que l'ergonome veut réussir lorsqu'il va créer un site web. Il y a des normes établies qu'il faut respecter, un peu comme les poignées de porte. Si aujourd'hui vous arrivez sur le Facebook chinois, vous êtes incapable de lire ce qu'il y a écrit, mais vous allez comprendre, je ne sais pas si vous allez voir mon curseur, vous allez comprendre que ici, si vous cliquez sur le logo, vous allez à la page d'accueil. Vous comprenez que si vous cliquez ici, vous allez pouvoir entrer votre login, votre password, et que si vous cliquez ici, vous allez être logué. Ici, il va obtenir votre password. Vous pouvez changer la langue ici. Si vous êtes perdu, il y a plusieurs liens qui peuvent vous permettre de vous retrouver dans un site web. C'est les normes qui sont établies. Il faut les respecter. Ce n'est pas à vous là, de comprendre en tant que dirigeant d'entreprise, mais c'est important de comprendre que si on veut développer une navigation qui est complètement éclatée, si on veut briser les normes, on va avoir une navigation qui va parfois être déficiente et beaucoup plus difficile. C'est important de hiérarchiser son information, c'est une règle ergonomique vraiment importante. Ça va permettre aux gens de naviguer de façon beaucoup plus facile et de façon beaucoup plus fluide. Je vous montre ici un exemple d'un site qui n'est pas encore en ligne, qu'on a créé. C'est un site pour des gens qui font la gestion de portefeuille. Ça vous démontre bien qu'on n'a pas mis toute l'information au même niveau. On a pris la peine de mettre des titres beaucoup plus forts que d'autres titres. On a mis ici pour pratiquer des sous-titres. On a hiérarchisé l'information. Oui. Ça permet aux gens de naviguer de façon beaucoup plus rapidement. Ils n'ont pas besoin de lire ça ici pour savoir qu'on parle ici d'opportunisme. Ils n'ont pas besoin de lire ça pour savoir qu'on va parler de la façon qu'on sélectionne nos stocks. Donc, hiérarchiser l'information, c'est aussi être capable de naviguer de façon fluide, d'avoir des call to action sous les yeux à tout moment et d'être capable à chaque moment d'avoir des mots-clés que l'internaute peut Vous voyez comment il y a peu de texte, peu de gros texte,
Les seuls textes qu'on voit, ce sont des textes que l'internaute aura choisi de lire. Oui. C'est ça qu'on parle quand on parle de hiérarchiser l'information. Donc, quand on a hiérarchisé l'information, il faut prendre en compte le contexte utilisateur. Ça, c'est très important. Écoutez bien ça, surtout dans vos campagnes d'acquisition, mais aussi dans l'acquisition, donc dans l'ergonomie. 2-3 petites statistiques. 36% des visites web se font à partir d'un mobile. Donc, une personne sur 3 va sur le web avec un mobile. 47% visitent Facebook avec un mobile. Donc, c'est en termes de nombre de visites. 47% des visites sont faites par mobile et 27% des courriels sont pris avec un mobile. Qu'est-ce que vous devez retenir de ça? C'est que vous devez prendre en compte la façon, le moment et l'endroit où les gens vont consommer votre site web. Première question à vous poser, votre site est-il compatible mobile? S'il ne l'est pas, il y a une personne sur 3 qui a une expérience qui est pas optimale ou même très décevante de votre site web. C'est une ergonomie qui est déficiente à ce moment-là. Donc, si vous avez une stratégie d'acquisition qui passe par les médias sociaux, félicitations, c'est une bonne chose, mais dites-vous qu'il y a 50% des gens qui vont voir votre post. S'ils cliquent sur votre vidéo de 8 minutes, ils vont probablement la consommer sur un banc de parc avec une connexion qui est déficiente ou un mauvais Wi-Fi ou encore une connexion cellulaire. Donc, il faut prendre en compte ça. Si vous envoyez des courriels dans votre stratégie et que vous dites qu'il y a une personne sur 3 à peu près qui va consommer votre courriel sur un site web, sur un mobile, assurez-vous de m'envoyer un texte de 800 mots, et encore une fois, assurez-vous que s'il clique sur votre lien et qu'il va voir votre site web, qu'il puisse le consommer de façon agréable, de façon fluide, de façon adéquate. Finalement, tout à l'opposé de l'inscription sur WebEx. Je suis content de faire parler tout le monde. On poursuivra notre discussion ensemble tantôt. Oui, il devient mobile en même temps. Ceci dit, va. Bonne chose. Sachez guider l'internaute clairement. Comment guider? Bien, encore là, ça peut être en hiérarchisant l'information, ça peut être en offrant la possibilité de voir des icônes pour que la personne puisse se situer, de ne pas mettre toute l'information au même niveau, ne pas offrir trop de choix en même temps à l'internaute, ça va faire en sorte qu'il va être perdu et qu'il va être déçu et il va quitter votre site web. Très vrai. Exemple, un site où ce sont des informaticiens qui ont travaillé ça, ils ont une ribambelle de choix, tout est au même niveau, donc l'internaute n'est pas guidé, il est comme laissé à lui-même, c'est comme s'il y avait devant lui 500 portes, il ne sait pas quelle prendre, il faut le guider et l'emmener un pas à la fois vers où il veut aller. La retombée de ça, en fait, l'effet, c'est que le citoyen Longueuil cherche le numéro de téléphone. Exactement. Je cherche plus, je veux parler à quelqu'un. Ou je veux déménager à Brossard. Ah, peut-être. Donc, ici, c'est un exemple qui est peut-être un peu plus niche, mais que vous avez tous déjà vécu et qui est important. Si vous travaillez dans un domaine qui est technique, médical ou technologique, c'est important de choisir des call to action qui sont dans le jargon du consommateur. Exemple, ouvrez une session, si vous êtes dans un compte, le compte de la Banque nationale, ouvrez une session, c'est un langage qui a été pensé, ça sort de la bouche d'un informaticien. Il n'y a personne qui va sur un site de la Banque nationale pour ouvrir une session. Qu'est-ce qu'on veut? On veut consulter notre compte de banque, on veut se brancher à notre compte. Évidemment, vous avez tous réussi pareil à vous connecter. Mais si vous avez des types de sections, vous avez des call to action qui utilisent un jargon qui est non ergonomique ou un jargon qui n'est pas facilement compréhensible pour l'internaute, qui n'est peut-être pas aussi compétent que vous dans ce que vous avez à vendre, vous allez avoir des pertes énormes en termes de trafic et en termes de conversion. En termes de temps, tout va bien? Tout va très bien. Même un petit peu d'avance. C'est vrai. Oui, c'est excellent. Maintenant, en termes de contenu, c'est une étape qui est très importante. Donc, pour séduire le consommateur, dites-vous vous-même, quand vous allez sur un site qui vous plaît, qu'est-ce qui vous plaît sur le site web? C'est son ergonomie, sa navigation, mais c'est son contenu. Conseil que je vais vous donner, investissez dans votre contenu. Je me répète. Ben oui, je me répète en fait, mais je me répète de façon volontaire. C'est le même conseil que je vous ai donné tantôt. Investir dans votre contenu va vous aider à référencer, comme je l'ai dit tantôt, mais ça va vous permettre de séduire l'internaute. Si vous avez des bons textes, des textes courts, des textes appuyés par des photos, des belles photos, des vidéos pertinentes, des vidéos courtes, ça va nous permettre d'aller chercher beaucoup plus de séduction auprès de l'internaute. Donc, ça va convertir plus également. Investir dans son contenu, c'est très important. J'ai des clients, moi, Michel Martel, paysagiste, qui ont investi autant d'argent dans la prise de photos pour son site web que dans la création de son site web. Oh là là! Vraiment. Et vous allez voir, je vais vous montrer un exemple du fournisseur. Je ne pensais pas que vous étiez aussi économique. Oui, vraiment, ça coûte rien faire.
Comment les internautes lisent-ils? Ben, ils lisent comme vous, d'ailleurs. Ils ne lisent pas mot à mot, ils scannent les pages à la recherche de mots-clés et de courtes phrases. Donc, on ne doit pas leur servir de grands romans fleuves et des grands paragraphes. Moins de 15 secondes par page sont mis en moyenne. Donc, si on met moins de 15 secondes, ça veut dire qu'il y a des gens qui mettent 2, 3, 4 secondes sur une page. Il faut donc être rapide, pertinent, séduisant, right to the point, c'est très, très important. Les gens ne lisent pas, c'est ce que je viens de vous dire. C'est pour ça que dans nos stratégies chez Uber, on travaille avec du scannable text. Je n'ai pas trouvé de mot français, je suis désolé, là, je fais des efforts pour être le plus francophone possible. On a fait des études aux États-Unis avec le même contenu présenté de deux façons. Dans un contenu rédactionnel, comme ce qu'on voit là, et dans un contenu plus, disons, bullet point, comme on dit en français. Donc, c'est le même contenu. Une fois, il a été rédigé, l'autre, il a été, disons, plus disséqué, plus scannable text. Le pourcentage de consommation du texte a augmenté de 500% en présentant le texte de façon, disons, en scannable text versus un texte long. Et ce qu'on veut quand on fait un site, c'est que les gens consomment notre site web, et que les gens lisent et consomment ce fameux contenu-là. Donc, il faut le présenter de façon la plus digeste possible. Le scannable text, c'est des titres et des sous-titres pertinents qui incluent les mots-clés qu'on a regardés tantôt. Oui, parce que dites-vous que l'internaute, il scanne pour chercher des mots-clés. Quels mots-clés il cherche? Des mots-clés qu'on a identifiés en amont. Donc, c'est ces mots-là qu'il faut mettre, pas nécessairement les mots qu'il aime mettre, mais les mots qu'il cherche. Mettre des mots-clés en caractère gras, si possible, certains, des bullet lists, et une idée par paragraphe, qu'il ne faut pas s'égarer dans un roman fleuve, dans quelque chose de trop long, de trop explicite. Oui. Maximum une idée par paragraphe, et un paragraphe en web, c'est 4 lignes maximum. Dans la mesure du possible. Tu parles de mots ou de lignes, où on a une question ici de Claudia qui dit pour référencer une image, pour la décrire, combien de mots? Est-ce qu'on peut répondre à cette question? Combien de mots idéalement? Ben, il y a peut-être deux questions. En fait, une chose importante, parce que nous, on travaille pour nos clients, c'est que le mot-clé important, le mot-clé comme exemple paysagiste, oui. Ben, la photo qu'on va mettre dans le site web, au lieu d'appeler la photo, là, vraiment le nom du fichier, au lieu de l'appeler photo de la cour chez Maurice, par exemple, on va l'appeler paysagiste, Travignon Sainte-Julie, Travignon 03. Donc, Google, quand il lit la photo, il dit ça parle de Sainte-Julie, ça parle de le nom de la photo, de paysagiste. L'autre chose, ensuite de ça, on peut mettre un descriptif à la photo. Il n'y a pas de mots, il n'y a pas de mots, de quantité de mots importants. C'est la densité de mots-clés qui est importante. Alors, finalement, plus notre recherche en amont identifie de mots-clés, moins c'est dense, puis moins c'est... Exactement. Donc, souvent, on a des clients qui vont travailler, ils ont seulement 3 mots-clés à travailler, ou on a l'extrême des gens qui vont travailler avec 500 mots-clés. On va habituellement aider nos clients, nous, à focusser, excusez-moi, donc à avoir des succès dans une catégorie de mots-clés pour ensuite travailler sur d'autres mots-clés, pour ne pas avoir une stratégie qui travaille des mots. Combien de mots-clés idéalement? Ça va dépendre de votre budget, de votre industrie. Non, on peut travailler avec à peu près 5 campagnes qui, elles vont inclure ce que nous, on appelle des familles de mots-clés. 5 campagnes qui vont inclure peut-être une vingtaine de mots-clés par campagne, à peu près. Et on a des clients pour qui on a 300, 400, 500 mots et ça correspond à leur stratégie et à leur budget et à la grosseur de leur site. Mais c'est vraiment différent pour chacun. Mais il faut que ça soit dense. Alors, c'est 300-400 mots, hein, ça prend énormément de pages, énormément de contenu. Exactement. Oui. Exactement. Compris. Quand on parle d'investir en contenu, un petit exemple très très simple, je parle là-dessus, mais 2 sites web qui ont investi différemment en contenu, tous 2 qui vendent des vélos, là, vous voyez ici, 4 000 $. Il y en a un qui a pris une photo en moins de 3 secondes avec son iPhone, qui a mis une photo qui montre bien le vélo. Donc, qui lui vend un vélo à 4 000 $. Un autre site web qui, lui, a compris l'importance d'investir en mots-clés, et surtout l'importance de quelqu'un de voir comme moi un site web un vélo de 4 000 $ avant de le commander. Donc, lui, il a pris une photo de différents angles. On peut même aller voir les manettes, les dérailleurs, etc. Donc, qu'est-ce que je vous dis? C'est qu'il y a un site qui a investi dans ses photos, il y a un site qui n'a pas investi dans ses photos, et il y a un site qui va avoir du succès, l'autre en aura pas. Donc, allez voir votre site web et posez-vous la question, est-ce que j'ai investi assez en photo? Un autre exemple d'investir en photo, je suis certain que 80% des gens qui écoutent ont vu ça sur leur propre stock des compétiteurs. Utiliser des stocks photos qui coûtent dans un cas $1, la dame est magnifique, elle a un casque d'écoute, ça représente
ça représente justement la personne qui va nous répondre au téléphone. Il n'y a personne qui croit ça, que c'est elle qui va répondre au téléphone, on le sait. Elle répond comme ça. Elle répond comme ça en tenant son appareil. Non, mais c'est vrai, et magasiner en ligne, c'est un processus qui est froid, qui est inhumain, qui est impersonnel. Ce qu'on veut, en tant que stratège web, c'est d'amorcer une relation et de faire en sorte qu'en regardant notre site web, on commence à connaître les gens. Vous voyez ici, ben ça c'est un client pour qui on a travaillé. On a pris des photos, c'est le vrai monde, c'est eux, ils ont l'air vrais et ça coûte plus cher. C'est un investissement en contenu à faire. Mais en étant plus humain, en étant plus vrai, en investissant dans le contenu, vous avez beaucoup plus de conversions. D'autant plus que ces photos-là, habituellement, c'est des photos qu'on met à la page contact ou dans les portions où on est proche d'être converti. C'est doublement important d'avoir des photos qui vendent. Et il y a eu des tests qui ont été faits aux États-Unis, d'ailleurs, sur des photos high stock, des photos personnelles, exactement ce que je vous démontre, là, et le taux de conversion est beaucoup plus fort lorsque c'est des vraies photos des vraies personnes, si je pourrais dire. Intéressant. C'est pas évident. Non. Petit conseil sur lequel j'aurais pu beaucoup élaborer, c'est être utile dans votre contenu. On revient à l'exemple de pension alimentaire. On pourrait avoir envie de décrire toutes les compétences de notre avocat dans ce domaine-là, et c'est pas mauvais de le faire. Mais dites-vous que l'internaute, ce qu'il veut peut-être dans une première étape, c'est peut-être pas de contacter un avocat, mais c'est peut-être d'avoir de l'information sur le sujet. Et si c'est vous qui fournissez cette information-là, vous avez d'autant plus de chances d'être celui qui va être appelé lorsqu'il va être prêt à être converti. Je pense à une calculatrice hypothécaire, je pense à des formulaires de votre industrie, des spec sheets de votre industrie. Pertinent et utile. Pertinent et utile, même si ce n'est pas dans le canal de conversion prioritaire, ça va vous permettre d'attirer des gens, de créer du contenu pour Google et ensuite d'accompagner le consommateur jusqu'au moment où il sera prêt à appeler le fameux avocat pour prendre un livre. Une autre chose importante, ne dites pas tout. Beaucoup de gens, lorsqu'ils sont mal accompagnés au niveau stratégique, veulent tout dire, tous leurs services, faire la liste de tous leurs clients, toutes leurs réalisations. Ils créent ce qu'on appelle un site bibliothèque où l'internaute se perd. Et dites-vous une chose, le but, ce n'est pas de tout dire, c'est d'en dire juste assez pour séduire et pas assez pour qu'ils nous contactent. Et je vous dirais que c'est probablement votre rôle principal. Tout à fait. Hein, de dire qu'est-ce qu'on doit dire, on va dire l'essentiel. Exactement. Parce que comme client, c'est tellement facile de trop dire. Oui, puis les choses qui nous intéressent, nous, en tant qu'entreprise, n'intéressent peut-être pas l'internaute. La photo de vos camions, là, vous êtes fiers d'avoir 14 camions sur la route, ça n'intéresse pas les gens. La photo de l'équipe, c'est pas toujours pertinent. L'historique, c'est mon grand-père qui a fondé ça. Moi, mon travail, des fois, c'est de vous dire, pas sûr que l'internaute, ça l'intéresse. Et plus que vous élaguez dans un contenu utile, plus que vous êtes capable de mettre une densité de mots-clés importants dans les contenus qui sont plus utiles. Donc, ne dites pas tout. Maintenant, le dernier point pour travailler sur la séduction, c'est le design. J'aurais pu parler très, très longtemps là-dessus. Je l'aborde parce que c'est important, mais ça reste un sujet qui est subjectif. Dites-vous que le contenu, le design, c'est votre personnalité et c'est la portion qui est émotive. C'est quelque chose qui ne s'explique pas nécessairement de façon claire, de façon rationnelle, mais c'est excessivement important d'avoir un beau design. Mon deux exemples, là, un peu simplistes, mais ça, c'est une entreprise que je connais qui sont très professionnelles, ils ont du succès en affaires, mais lorsqu'on voit son site web, c'est pas l'émotion qui nous inonde ou qui nous remplit lorsqu'on voit ce site-là. On a plutôt l'image d'entreprise qui est peut-être désuète, qui est peut-être pas assez date, et je vous le dis, c'est pas une entreprise qui est désuète, mais son site web, c'est ce qu'elle laisse transparaître. Et là, on ne travaille pas pour l'acquérir, le client, pour l'amener sur notre site web. Et là, on le déçoit, vous êtes un clic d'être cloché, ils sont un clic d'être sur le site de votre compétiteur, et c'est probablement un site comme celui-là qui va plutôt séduire, un site qui a pris le temps d'avoir un design qui est étoffé, qui coûte plus cher, évidemment. Qui fait rêver, qui donne envie. Donc, peut-être que l'entreprise réelle est moins professionnelle, est moins agréable à fréquenter, mais c'est le site qui parle, et c'est là que l'entreprise, que l'internaute va décider si vous faites partie des 2 ou des 3 qui vont appeler pour leur achat potentiel. Une statistique, moi, que je trouve tellement explicite, c'est aujourd'hui, les gens, on le dit au début, les gens magasinent davantage, se font une idée, si bien que quand justement ils appellent un fournisseur, 70% de leur processus d'achat est déjà compris. C'est incroyable comme statistique-là. Ouais. Alors, il faut s'assurer d'être parmi les 2 ou 3 qui Exactement. Et ce pourcentage-là change par industrie.
Donc, il y a des industries qui sont encore plus fortes, l'assurance auto, c'est énorme. Il faut être ce que j'appelle moi dans le top 3. D'accord. Donc, j'ai 3 assurances auto, je vais les magasiner, je vais regarder ça, je vais en appeler 3 peut-être. Il faut être dans le top 3. Et après ça, c'est de la gestion de livres. Mais c'est ça qu'il faut essayer de faire. Le temps, on est bon? On est très, très bien, Simon. Alors, je te pose une question dans ce cas-là. Grégory nous demande, que pensez-vous des livres blancs en parlant de contenu? Pour moi, c'est une excellente stratégie, mais qui est complètement surutilisée. C'est une stratégie qui est beaucoup utilisée et trop utilisée et pas toujours de la bonne façon. C'est une bonne façon, mais souvent, écoute, j'aurais beaucoup de choses à dire là-dessus, mais le livre blanc, c'est une façon qui fonctionne bien, surtout dans les domaines plus techniques où la personne, avant de vouloir contacter un fournisseur, va vouloir s'éduquer. Donc, lorsqu'on va chercher des solutions informatiques ou lorsqu'on va vouloir, comme en web, il y en a beaucoup des livres blancs, des agences qui laissent traîner des livres blancs. C'est une bonne façon de laisser traîner, dans le fond, l'information et surtout par un follow-up, parce que pour absolument un livre blanc, on demande un courriel, on fait un suivi. Oui. C'est une bonne façon de travailler. C'est une des façons d'amener des gens sur notre site web. Donc, mettons, parlons de la conversion. On a emmené des gens sur notre site web, on les a séduits, il faut maintenant les convertir. Les convertir, en fait, c'est quoi? C'est d'être capable de les faire engager. Donc, c'est qu'ils posent une action, c'est qu'ils nous appellent. Un exemple ici, Michel Martel, en ayant bien compris le processus de magasinage d'une dame, parce que dans le cas d'un paysagiste, c'est beaucoup les dames, on a compris qu'il était en mode inspiration. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on leur fournit de très, très belles photos pour que les gens puissent aller voir le site web, le trouver beau, le trouver intéressant, ils vont le voir 3, 4, 5, 6 fois, pour, à un moment donné, nous contacter et, à ce moment-là, le client est capable de faire son livre. Vous voyez que la conversion doit toujours être proche des yeux, le plus possible, en tout cas, c'est pas toujours possible, parce qu'on ne sait jamais aussi bon pouvons-nous être, aussi scientifique, aussi méthodique. On ne sait jamais quand l'état va décider de nous appeler. Donc, il faut que le call to action ne soit pas dans la page contact, en bas de la page, etc. Donc, dans cette stratégie-là, nous, on met le téléphone parce que c'est comme ça qu'ils veulent qu'on soit contact. On voit d'ailleurs de plus en plus des fenêtres de chat qui suivent toujours l'internaute. Oui, oui. Est-ce que c'est bon, ça? Oui, mais si vous avez la capacité d'offrir le service du chat, c'est très bon. Il y a une strate de la population qui sont prêtes à chatter. Il y en a d'autres qui ne les intéressent pas, qui trouvent ça plus agressant. Mais oui, on a des clients qui réussissent bien à le faire. L'enjeu, c'est d'être capable de fournir le back-end de gens qui répondent à ça. Oui. C'est pas toujours évident. On le voit beaucoup dans l'automobile. Donc, ici, on a parlé de Michel Martel. Là, on voit un formulaire. Je vais simplement démontrer que, bon, un formulaire, à chaque fois que vous demandez à l'internaute de remplir un champ, vous perdez des internautes. Donc, plus que vous avez de champs, plus que vous allez avoir une demande d'information agréable à traiter parce que vous avez toute l'information, mais vous vous barrez une quantité de gens. Et quand on parle de funnel, de bottleneck dans votre canal de conversion, ça, c'en est un, c'est les plus fréquents qu'on voit. Les plus gros problèmes de conversion, là, c'est en termes de formulaires qui sont trop longs, ou encore, typiquement, des lignes téléphoniques qui ne répondent pas. Des fois, c'est très banal, mais c'est ce genre de choses qu'on rencontre. Et bien souvent, juste pour faire une petite parenthèse, c'est que le formulaire d'inscription peut être beaucoup plus simple et on peut aller chercher des informations supplémentaires dans un deuxième ou un troisième temps. Exactement, c'est ce qu'on voit ici. Donc ici, c'est une compagnie, je crois que c'est américain, qui font la même location de véhicules et qui ont décidé de travailler avec un champ, 2 questions, search, et évidemment qu'on sait très bien qu'il va y avoir une autre étape par la suite. Mais de fragmenter les étapes va augmenter le taux de conversion. Ça n'est très pas. Je vais vous montrer ici rapidement un business case bien concret qu'on a fait dernièrement. C'est un de nos clients ici qui avait dans sa conversion, qui avait un problème de conversion en fait. Sur 100 personnes qui cliquaient sur demande d'information, donc 100 personnes qui avaient été acquises, séduites, et qui voulaient avoir de l'information, il y en avait seulement 24 qui remplissaient au complet le formulaire. Donc, ce que nous, on appelle un taux de complétion de 24 %. Moi, je suis un gars négatif. Je regarde ça à l'inverse. Je me disais, parmi tous les gens que j'ai réussi à séduire, il y en a seulement 76 % qui ont changé d'idée parce qu'ils trouvaient ça trop compliqué. Et ça, c'est avec un champ de 10 c'est un formulaire de 10 champs. Oui. Donc, un investissement de 500 $, on a changé les champs. On a changé le formulaire, on a passé de 10 à 5 champs. On est allé chercher un taux de complétion de 87 %. Tantôt, quand je vous disais qu'il faut travailler chacune des étapes, vous comprenez que le gain qu'on a fait ici, là, de passer de 76 personnes qui quittaient le formulaire à 13 seulement, si on améliore le taux de séduction, on va gagner d'autant l'amélioration qu'on va avoir faite ici,
puis qu'on va avoir fait ici. Donc, c'est important de travailler chacune des étapes, et l'exemple d'Horizon ici en est un très bon pour ce qui est de la conversion. Implanter des outils de mesure, c'est très, très, très important. Je vous montre un exemple de Google Analytics ici parce que c'est un très bon argument, c'est un logiciel qui est gratuit. C'est un logiciel qu'on va implanter dans le site web et on va être capable de tracker toutes les actions d'un consommateur, toutes les actions qu'il porte. Et si vous n'avez pas de Google Analytics, c'est comme si vous gérez une entreprise sans état financier. Vous ne pourrez jamais améliorer votre tunnel de conversion si vous ne l'avez pas et en plus, si vous n'êtes pas capable de l'analyser. Pour nous, justement, c'est très difficile. C'est très difficile à analyser. C'est un monde d'informations, mais il faut l'avoir et il faut être capable d'analyser. Nous, on aide nos clients, on fait des rapports exécutifs et on leur montre des métriques qui sont pertinentes pour eux. 3-4 métriques qui sont pertinentes pour eux. D'accord. Je termine rapidement sur le suivi. C'est une phase qui est excessivement importante. Le premier conseil que je vais vous donner, c'est relancer vos leads. C'est banal, mais trop d'entreprises ne relancent pas vos leads. Faites le test vous-même. Envoyez un lead à votre propre compagnie et envoyez un courriel à vos compétiteurs et évaluez si vous êtes répondu et à quelle rapidité vous êtes répondu. Moi, j'ai envoyé 4 courriels à un traiteur avant Noël. Il y en a 2 qui ne m'ont jamais répondu. Donc, ils m'avaient séduit. Alors, c'est pas qu'ils m'avaient séduit, ils ne m'ont jamais répondu. Il y en a un qui m'a répondu en janvier, il y en a un qui m'a répondu dans la journée, il a eu le contrat. Donc, le premier conseil, c'est relancer vos leads. Si vous relancez un lead web dans les 5 minutes, vous avez 9 fois plus de chances de le convertir. Donc, relancez-le et relancez-le rapidement. Et est-ce que je me trompe en disant, les gens sont tellement surpris d'avoir des leads qui n'ont pas préparé justement le après cette fois un lead. Exactement. C'est souvent un des problèmes, il n'y a pas de réponse préfaite, de formulaire de réponse préfaite. Ne serait-ce qu'une confirmation que nous avons bien reçu votre courriel, on va traiter votre demande dans les 24 heures. S'il y a urgence, appelez-nous à tel numéro. Exemple. Mais gérer le lead, c'est la base de tout, évidemment. Ne confiez pas le lead à n'importe qui. Posez-vous la question, est-ce que la personne qui reçoit le lead dans votre entreprise, c'est la personne qui est le plus à même de réaliser la valeur d'une vente? C'est typique que la personne qui reçoit les leads, c'est la secrétaire, et c'est la même personne qui reçoit les leads, les demandes d'information, les propositions d'affaires, les CV, etc. Donc, ne confiez pas votre lead à n'importe qui. Parce que ça doit être traité en priorité. Exactement, de façon différente. Ayez une adresse dédiée, ayez une ligne téléphonique dédiée. Si vous êtes capable de mettre votre cellulaire sur le site web de façon à ce que vous soyez la première personne à répondre à peu près à toute heure du jour, ça peut être une stratégie à utiliser parce que les fameuses heures d'ouverture de votre centre d'appel ne correspondent pas aux heures d'ouverture du web. Hein. Le web, c'est 24/7. 24/7. Ayez un représentant dédié, donc ça, c'est une recommandation qu'on a au lieu de disperser les lignes dans l'équipe, on recommande d'avoir seulement un représentant, ça permet d'être plus efficace dans la suivi de vos lignes. Donc, pour conclure, on a regardé de façon très rapide la génération de trafic, donc la phase d'acquisition, la séduction sur votre site Internet, la conversion et le suivi. Il n'y a pas une étape plus importante que l'autre. Il faut vraiment travailler dans chacune de ces étapes-là. Que vous soyez en phase de conception d'un site web ou dans la phase de promotion, donc votre site existe déjà. Je suis convaincu qu'on peut vous appuyer à améliorer. Il y a toujours des quick fixes à faire dans chacune de ces étapes-là pour aller chercher un bon potentiel. Donc, moi, je vous recommande de retourner voir votre site web et de réfléchir à ce funnel de vente-là et de voir comment vous pouvez améliorer chacune de ces différentes étapes. Ce que tu dis, Benoît, c'est que c'est pas nécessaire de revoir toute la stratégie de site pour améliorer sa performance nécessairement. Exactement. Par contre, c'est certain qu'un jour, vous serez probablement plafonné, vous devrez refaire votre site web pour être au bout du jour, sur une nouvelle technologie. Mais il y a des sites web qui ont été faits il y a 2-3 ans qui sont pas nécessairement top niveau, mais on est capable d'aller les améliorer, d'aller régler certains problèmes, d'aller enlever les bottlenecks, de maximiser les campagnes de mots-clés, d'améliorer le suivi des leads et de passer de 4-5 leads par mois à 15, 20, 30 par mois. Si c'est le cas, si justement le nombre de leads est multiplié par 3, par 4, une autre raison pour dire, hey, dans le temps, on investit davantage. Exactement. On a un ROI qui nous permet d'être confiant dans notre investissement. Et c'est ma stratégie, c'est de montrer, moi je travaille avec mes clients pour aller chercher des petits liens. Oui. Ensuite de ça, être capable de poser des actions plus costauds, des budgets plus costauds, aller chercher des gains plus costauds. Parce que tu ne peux pas passer une entreprise qui n'est complètement pas digitale, qui n'a jamais investi. Ah, parfait, maintenant on met 100 000 on met 100 000 en web, puis on met tous nos vendeurs dehors. Donc, le dernier conseil, qui va dans ce sens-là, c'est améliorer la culture numérique de votre entreprise.
et c'est ce que vous faites aujourd'hui, bravo, vous investissez à mieux comprendre les avantages du web, ce que le web peut vous donner. Vous avez beau avoir le plus gros budget, la meilleure agence, si vous ne comprenez pas ce que le web peut vous apporter, les opportunités, ce que vos compétiteurs font, ce qu'on doit faire, ce qu'on doit investir, ce qu'on peut s'attendre à recevoir, vous n'aurez jamais un réel retour sur investissement sur le web. Donc voilà le tour de ma présentation. J'espère que je n'ai pas trop dépassé, 2 minutes quand même. Je vous invite à poser vos questions en chat. Moi, je peux rester encore pour un petit bout. Ceux qui doivent quitter, je peux vous inviter à m'envoyer un courriel. Ceux qui voudraient m'envoyer des questions peut-être un peu plus costaudes, ça va me faire plus que plaisir d'y répondre. Vous avez des commentaires, des félicitations, des commentaires de... D'explication, justement. D'amélioration, je peux les prendre par courriel. Je peux même faire un petit appel confiance avec vous la semaine prochaine puis avoir une petite chat sur des questions peut-être techniques que vous voudrez. Allons-y avec des questions en ligne. Je vois les questions qui passent. Personnellement, en tout cas, ça m'a bien plu. Effectivement, c'est très, très clair. C'était pas évident, hein, bien structuré. Non, c'est pas facile. Pierre nous dit très intéressant, merci pour votre expertise, la clarté de votre présentation, Sylvie. Je vais aller regarder comment se porte mon site. Ben, justement, ça peut être retombé de cette présentation-là, tant mieux. Daniel, présentation intéressante, le sujet est vaste et parfois complexe, c'est un travail journalier. Merci à vous deux. Alors, merci pour vos commentaires. C'est très pertinent le commentaire que M. donne parce que un site web, c'est pas quelque chose qu'on met en ligne et qu'on attend. C'est comme un jardin. On plante, on entretient, on arrose, on récolte, on replante, on arrose. C'est vraiment un travail, pas journalier toujours, mais c'est un travail d'amélioration continue. Il faut s'y investir de façon régulière pour avoir des bons résultats. Parce que les gens ont tendance à pas aimer. Voilà. Maintenant, on veut des solutions. Les quick fix. Voilà. Merci beaucoup, c'était très clair et pertinent. Merci pour cette présentation dynamique. J'ai beaucoup aimé cette conférence, excellent. Merci Olivier, Stéphanie, Mélissa. Alors, vous étiez bien nombreux. Impressionnant, ouais. Très content. Alors, une petite question. J'aimerais savoir s'il existe un fichier avec les étapes de conception et de production d'un site web. Je ne suis pas sûr de savoir où commencer. Ben, commencer, je pense que tu l'as bien dit. Oui, mais j'ai un document qui est plus proche de ce que vous aimeriez avoir. Envoyez-moi un courriel que vous envoyez de PDF. Ça décrit dans le fond, en fait, c'est quasiment une offre de service d'Uber. Notre offre de service est basée là-dessus. C'est quelles étapes prendre en compte, là, donc analyse des besoins, analyse de ce qu'on a en ligne actuellement, les objectifs d'entreprise, le budget, analyse de mots-clés, etc., etc. Je peux vous envoyer ça, ça va me faire plaisir, envoyez-moi un petit courriel et puis je vais vous l'envoyer. Donc, c'est la première étape, l'analyse dont tu parlais. Oui, tout à fait. On part toujours par l'analyse et souvent, dans cette analyse-là, on va demander aux clients, allez voir les sites que vous aimez, trouvez-nous des sites des compétiteurs, donnez-nous c'est quoi vos objectifs, c'est quoi votre compréhension du web, parlez-nous de votre business, c'est quoi vous vendez en ligne. Donc, et on aide vraiment l'entreprise, pas juste à faire un site web, mais à comprendre ce qui devrait s'attendre d'un site web et comment il devrait investir dans un site web. Alors, sans plus tarder, je te remercie à mon tour, Benoît. Merci d'avoir passé cette heure avec nous. Et puis, comme j'ai dit au tout début, tant la PPT que l'enregistrement de la formation aujourd'hui va vous être transmise demain.